L'énergie est à la source de l'humanité. En maîtrisant le feu, l'homme commence à pouvoir maîtriser son destin. C'est l'amélioration de son environnement, la fabrication d'outils qui vont permettre d'assurer progressivement un meilleur niveau de vie et le développement des idées. Les premières civilisations se développent et avec elles, le désir de tirer au mieux parti des ressources disponibles. Depuis l'aube de l'humanité jusque vers le XVIIIe siècle, l'énergie, c'était une énergie renouvelable qui était celle de l'homme, des animaux, du vent, du soleil, avec le bois. Le bois est la première énergie un peu industrielle au démarrage des chantiers navals, par exemple. Ce qui caractérise l'utilisation de l'énergie dans ces sociétés qu'on peut qualifier de pré-industrielles, même si ce sont des activités à caractère industriel, c'est la multiplication des lieux de production d'énergie. C'est le morcellement des sites et des types d'appareils parfois pour produire de l'énergie. L'Égypte, 2000 ans avant Jésus-Christ, construit son rayonnement en utilisant l'eau du Nil pour l'agriculture, mais également pour le transport de ses navires. La maîtrise du vent alimentant les voiles des bateaux permet de compléter ce modèle. Très tôt, les hommes apprennent les ressources qu'ils peuvent tirer de leur environnement. Ainsi, les Romains exploitent la chaleur de la terre, la géothermie, pour chauffer leurs thermes. La population, en se densifiant, pousse à de nouveaux choix d'organisation et d'outils énergétiques. À l'époque romaine, qu'est-ce qu'on voit? On voit que se mettent en place des moulins hydrauliques qui sont liés à des organismes relativement puissants. On a la plus belle usine hydraulique du monde romain, ce sont les moulins dits de Barbegal, et ces moulins de Barbegal étaient très probablement destinés à alimenter une ville, Arles en l'occurrence. Ces moulins, c'est une série d'une douzaine de moulins qui se succèdent les uns les autres sur une pente. Donc derrière, un investissement, un aqueduc pour amener l'eau et une population pour consommer. Ça ne peut s'expliquer que dans une société vraiment organisée et une société à caractère urbain. De leur côté, les Chinois découvrent dès l'Antiquité l'énergie qu'ils peuvent retirer du gaz. De véritables réseaux voient le jour pour alimenter le chauffage et l'éclairage. Le charbon sert également pour se chauffer, mais ses difficultés d'extraction repousseront son utilisation massive jusqu'à la révolution industrielle. Sur les rives atlantiques de l'Europe, on développe l'énergie éolienne et marémotrice. Les cours d'eau sont également rapidement utilisés pour alimenter les moulins, considérés comme l'outil phare du Moyen-Âge. On est dans un monde où la ville régresse, mais le moulin, lui, l'énergie va être un fait campagnard, un fait rural. Et le Moyen-Âge central, avec le développement de la seigneurie, a été favorable justement au développement de ces moulins ruraux, puisque le seigneur va capter en quelque sorte les revenus de la campagne, et on a une multiplication des moulins. Ce moulin, eh bien, il a les avantages et les inconvénients, qui sont les suivants. D'abord, évidemment, il fournit une énergie très supérieure à celle que pourrait apporter un individu ou un animal. Mais il a une première faiblesse, c'est qu'il ne bouge pas. Ce qui veut dire que pendant des siècles encore, après l'utilisation de l'énergie hydraulique, on va, pour ce qui concerne les transports, continuer d'utiliser l'énergie humaine, soit qu'on porte dans une hotte ou un sac à dos quelque chose, soit qu'on roule dans une brouette, ce qui est déjà un gros avantage. J'aurais tendance à dire que la société avant le charbon était une société assez lente par définition, qui produisait, je dirais, relativement peu de biens et services. Il y avait le textile, bien sûr, l'alimentation. Bon. Et puis tout d'un coup, arrive avec le charbon le règne de la machine. Il est intéressant de voir qu'en 1859, quand le pétrole arrive, donc il y a un siècle et demi à peu près, la vitesse commerciale était celle d'un cheval au trot, une diligence. Et que vous mesurez un petit peu l'évolution de la vitesse commerciale, puisqu'on est passé de la vitesse d'un cheval au galop à la vitesse de Concorde, Mach 2, en moins d'un siècle et demi. L'énergie façonne donc le lien entre l'humanité et son environnement. Ainsi,
La révolution industrielle et le recours possible aux machines permettent de passer d'une société de manutention, artisanale et locale, à une société de technologie et de transport. L'homme progressivement se libère de tâches physiques et améliore son niveau de vie. Mais ce développement n'est pas uniforme, et il faut noter que dans les pays moins développés, cette liberté n'est pas encore acquise. Il convient également de rappeler que dans beaucoup de sociétés, jusqu'au développement des machines, la principale source d'énergie reste l'énergie humaine. Tout homme qui travaille, tout travailleur manuel, même intellectuel quand il écrit, utilise une énergie. Et cette énergie, elle est à son service. Mais l'énergie humaine a pu être contrôlée complètement, partiellement ou complètement, au service d'autres personnes. Bon, je ne rentrerai pas dans le grand débat de savoir ce que représente l'ouvrier salarié, l'énergie de l'ouvrier salarié, mais je voudrais aborder la question de l'esclavage. Pendant des siècles, et de nos jours encore d'ailleurs, il existe des esclaves. Ils ont été souvent la principale source d'énergie de certaines activités. On a mis en avant dans le monde romain le peu de développement du moulin à eau en liaison avec la présence d'une main-d'œuvre d'esclaves. C'est peut-être aller un peu loin, mais ce n'est probablement pas totalement faux. On peut dire que la multiplication des moulins dans l'Empire romain semble correspondre au moment où l'approvisionnement en esclaves se raréfie. Ce lien entre source d'énergie et utilisation de l'homme est important à noter, car il pose la question de société où l'énergie viendrait à manquer. L'homme serait-il une source d'énergie par défaut ? Au regard des crises énergétiques naissantes, il convient d'analyser notre histoire pour mettre en place un système assurant le développement des sociétés, tout en garantissant le respect et la dignité de tous.